Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Hier, l'ambassadeur du Mexique en France a quitté l'hémicycle du Sénat au moment où Michèle Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères, évoquait le cas de Florence Cassez, cette Française condamnée à 60 ans de prison au Mexique. L'ambassadeur du Mexique assistait avec d'autres ambassadeurs sud-américains à une séance du Sénat qui visait à instaurer une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France le 31 mai. Michèle Alliot-Marie a pris la parole, estimant qu'il y avait une actualité et qu'aujourd'hui, cette actualité, c'était le cas de Florence Cassez, même si la ministre a rappelé le respect de la France pour la justice mexicaine. Ceci a suscité un certain émoi et c'est donc cette séance que je vous propose de revoir ce matin. Très bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative à l'institution d'une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution par messieurs Jean-Marc Pastor, Roland Duluard, Philippe Adnot, Gérard Cornu et Bernard Piras et plusieurs de leurs collègues. Dans le débat, la parole est à monsieur Jean-Marc Pastor, auteur de la proposition de résolution. Max, la minute. Tu me promets. Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, mes chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je prends la parole dans cette enceinte pour soutenir devant vous une initiative qui s'inscrit dans une démarche que l'on voudra bien qualifier d'historique. Ce n'est pas tous les jours, en effet, que par-delà les contingences de l'actualité, nous sommes réunis pour examiner un texte qui, je l'espère, marquera les relations entre la France et tout un continent. Respectueux de la tradition française, celle qui fait notre richesse, celle qui rapproche les peuples, celle qui mobilise avec enthousiasme la joie de vivre ensemble, celle de la main tendue vers l'autre, celle des droits de l'homme et du citoyen, cette force, nous l'avons en nous, elle vibre de tous nos pores et sort de nos entrailles. Notre Assemblée a tenu l'an dernier à s'associer aux célébrations qui ont marqué pour un grand nombre de pays les premières manifestations de leur indépendance. Ces premiers cris de libération des peuples, comme l'a écrit un historien en termes excellents. Ces derniers jours, nous avons pu voir en direct la joie d'hommes et de femmes qui, sans connaître leur sort de demain, venaient de gagner leur liberté d'être humains. Mais nous le savons. Qu'en sera-t-il demain? Sans accompagnement, sans soutien, le pire peut aussi être à craindre. La liberté est le fruit d'une guerre à un moment donné et un combat permanent pour la maintenir et la protéger. Ce soutien de tous s'impose à nous. Soyons vigilants, elle est si fragile. Brandissons l'étendard sanglant comme notre hymne national l'évoque, mais pour empêcher que le sang ne coule. En Amérique latine, les premiers mouvements, dans la diversité de leur portée, ont été pour beaucoup inspirés par les différents courants de ce que l'on a appelé les Lumières. Même si la France ne fut pas l'unique inspiratrice des élites de l'époque, on peut rappeler, sans solliciter l'histoire, qu'elle en fut largement à la source. Dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les imprimeries du Nouveau Monde diffusaient largement les œuvres des philosophes français. Toute bibliothèque digne de ce nom se devait de compter l'encyclopédie sur ses rayons et les échanges épistolaires entre les gens d'esprit empruntés pour beaucoup de thèmes à ceux du continent européen. L'étude de l'histoire des différents pays montre la densité et la multiplicité des références à la Révolution française. Les grandes figures, ce que l'on appellera plus tard
les pères fondateurs parlaient souvent le français ou étaient pétris de culture française. N'est-ce pas un certain Antonio Nariño qui traduira dans son cabinet de Bogota la Déclaration de l'homme et du citoyen et qui la répandra dans tout le pays aux grandes dames des autorités coloniales? Qui se souvient du jeune Francisco de Miranda, citoyen de ce qui n'était pas encore le Venezuela et qui, grand admirateur de la Révolution française, s'engagera dans l'armée de Dumouriez pour en sortir avec le grade de général? Et Bolivar, la grande figure par excellence de l'émancipation des peuples latinos, avait pour précepteur un disciple affiché de Rousseau. Ces années de jeunesse et de formation furent durablement marquées par la lecture de l'Émile. J'aurais garde de m'engager dans une énumération qui serait fastidieuse et au demeurant certainement inutile. Les faits sont suffisamment connus pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir dans le détail. Pour évoquer ces moments historiques qui ont compté dans la formation de l'identité nationale des États du continent latino-américain, la République française se devait de prendre une initiative symbolique et forte. C'est le sens de la proposition de résolution, Madame la Ministre, que j'ai déposée avec mes collègues membres des différents groupes d'amitié du Sénat que je veux saluer et qui a reçu l'accueil enthousiaste de pas moins de 115 collègues appartenant à tous les groupes politiques de notre Assemblée. Au-delà de ces faits historiques, tous ces pays, avec des degrés différents de rattachement à l'histoire française, franchissent tous les jours un peu plus les marches de la liberté et de la démocratie. Ils ne sont plus des pays en voie de développement, comme on les dénommait il y a peu encore, soumis à des régimes parfois autoritaires, mais des acteurs, de vrais acteurs, du monde à part entière, libres, souverains, maîtres de leur destinée. Leur niveau de formation, leur souci de protéger la démocratie parfois chèrement acquise et les valeurs qui s'y rattachent, leur richesse intellectuelle, économique, culturelle, artistique, mais aussi leurs besoins, font qu'ils peuvent être des partenaires irremplaçables de notre pays et qu'il nous appartient de répondre à leurs attentes. Nous avons tant à nous enrichir mutuellement. 2010 fut une année exceptionnelle, une sorte d'expérience de vie commune, partagée avec les ambassadrices et les ambassadeurs, tout le corps diplomatique des pays d'Amérique latine et Caraïbes réunis dans le GRULAC, mais aussi avec les institutions nombreuses qui, en France, œuvrent pour l'amitié avec ce continent. Mes collègues présidents des groupes d'amitié, le Sénat et son président, le Quai d'Orsay, bien sûr, et son savoir-faire, oui, cette expérience qui nous a conduits à participer et à organiser ensemble diverses manifestations pour honorer, avec tout l'éclat qu'il méritait, le bicentenaire de la libération de ces pays. Aujourd'hui, c'est peut-être presque un goût d'inachevé qui doit se prolonger, de façon différente, nouvelle, innovante, audacieuse, car le lien qui s'est tissé au fil du temps ne fut pas un lien programmé, absolument pas, mais une réaction spontanée, naturelle, celle du peuple, celle du cœur. Pour prolonger ces célébrations, leur donner un sens et en conserver une trace pérenne et célébrer mutuellement nos valeurs, il vous est proposé d'adopter une proposition de résolution demandant au gouvernement l'établissement chaque année, à date fixe, d'une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France le 31 mai. Ainsi, pourrons-nous, à date fixe et chaque année, organiser des manifestations sur tout le territoire de la République et rassembler nos compatriotes et tous les amis de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui sont des milliers et des milliers sur notre sol,
dans des moments de convivialité, et je veux l'espérer, dans l'allégresse partagée, mêlant à la fois la culture et la réflexion. Les anniversaires ne doivent pas uniquement être l'occasion d'évoquer le passé. Ils sont aussi et surtout le moyen de se projeter dans l'avenir afin de mieux le préparer à la lumière des acquis de l'histoire. Sur ce chemin du partage, des difficultés parfois nous attendent. À nous de savoir les analyser, les surmonter pour aller de l'avant. Notre proximité historique, notre latinité, notre patrimoine culturel commun en seront davantage fortifiés et avec eux les liens d'amitié qui nous attachent. Chercher à mieux se connaître est la démarche de tout acteur politique et économique. Chercher à se rencontrer pour apprécier les modes de vie et les règles établies par chacun pour enfin avoir de vraies relations partagées. Innover sur un continent laisse l'avantage de la souplesse. Car d'un pays à l'autre, les choses peuvent différer à un moment donné, mais dans la durée, cela permet d'assurer la constance d'un lien fort et bénéfique pour tous, en partant de la protection de la démocratie et en évitant des crises. Oui, Madame la Ministre, oui. Là, la France retrouve son visage du siècle des Lumières. C'est cette France-là que nous aimons, celle que les Latinos aiment, celle qui donne et qui partage avant de chercher à recevoir. Tout au long du chemin qu'est la vie, se trouve en permanence caché derrière un virage un danger, un obstacle qu'il faut savoir dominer, qu'il faut savoir vaincre. Et là, l'homme seul, le pays seul, a toujours plus de mal à dominer chacune de ces difficultés. Le groupe, lui, est une union de force, une union de joie, une union d'amour qui permet à chacun de franchir plus allègrement ses difficultés. Ceci, c'est à la France, de par son histoire, de par le message dont elle est porteuse, de le proposer et d'en être, si possible, un acteur puissant. Madame la Ministre, associez-vous à nous dans un acte unique qui scellera l'amitié de la France pour tout un continent. Notre proposition est comme une étoile de vie, ou si l'on préfère, la flamme, qu'il faut entretenir pour maintenir l'enthousiasme et l'espoir de ceux qui la contemplent. L'édifice se bâtit pierre après pierre. Un pan parfois peut s'écrouler, mais les fondations sont inébranlables. À nous de maintenir l'envie de revenir sur le chantier, jamais fini, toujours en mouvement, ce chantier du cœur et des hommes qui rassemble et qui permet de bâtir un monde meilleur. Ce rendez-vous annuel permettra de s'assurer que la vie commune existe, que l'espoir est toujours vivace et que les valeurs partagées sont plus importantes que tout. Et maintenant, en maintenant la voie tracée par les Lumières, voici plus de 200 ans, la France est égale à elle-même. Elle rassemble et unit. Le 8 décembre dernier, au Sénat, lors de la célébration solennelle du bicentenaire Salmédicis, M. Pierre Lellouche, alors ministre des Affaires européennes, présent, a bien voulu, au nom du gouvernement, apporter son soutien à notre projet, et je l'en remercie à nouveau. C'est fort de cet appui et des encouragements des représentants des corps diplomatiques présents dans notre tribune, aujourd'hui notre tribune d'honneur, que je veux saluer également, et de celui de nos 115 collègues, co-signataires d'une démarche partagée, tous groupes politiques confondus, avec l'ensemble des groupes d'amitié et leurs présidents, que je vous invite, mes chers collègues, mesdames, messieurs, à voter avec l'enthousiasme qu'elle appelle la présente proposition de résolution. Le peuple de France vous en remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Roland Duluard pour le groupe UMP pour 8 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui en ma qualité de président du groupe d'amitié France-Brésil que j'ai l'honneur d'animer depuis 3 ans, après avoir présidé successivement de 1991 à 2008 les groupes régionaux France-Amérique latine et France-Amérique du Sud, dont le Brésil couvre la moitié du territoire. Comme tous ceux qui sont très attachés au renforcement des liens avec ce continent, qui s'intéressent à son avenir, qui veulent y travailler et déplorent la perte d'influence du français, j'estime qu'il est grand temps d'accorder plus d'importance aux pays d'Amérique latine qui, en quelques années, ont connu pour la plupart une formidable évolution et d'y réaffirmer la présence de la France. En ce sens, l'adoption de la proposition de résolution aujourd'hui soumise à votre examen me paraît particulièrement opportune. En effet, que de chemin parcouru dans nos relations bilatérales depuis 1964, année où le général de Gaulle effectuait sa tournée historique en Amérique latine. Il avait été le premier à comprendre l'immense enjeu que représentait pour l'Europe, pour la France, ce continent si proche de nous par sa volonté d'indépendance nationale et par ses références culturelles. Le premier, il avait su lui adresser le message de liberté et de fraternité de la France. Or, les vicissitudes de l'histoire politique et économique, et d'autres, celles de l'Amérique latine, ont distendu nos liens avec ce continent, un temps assimilé dans bien des esprits à un tiers-monde lointain et instable. Certes, des fragilités, des difficultés persistent, qu'elles soient de nature politique, économique ou sociale. Il ne faut pas les ignorer, mais en quelques années, que de progrès accomplis par les pays de cette région. Je voudrais, à cet égard, évoquer quelques points concernant le Brésil, à commencer par nos relations d'amitié anciennes et durables que j'ai désormais à cœur d'approfondir. La France, vous le savez, éprouve pour le Brésil une amitié profonde. Le Brésil occupe une place toute particulière dans notre vision du monde. Il est, pour les Françaises et pour les Français, une civilisation porteuse d'un art de vivre, d'une culture, notamment d'une culture politique, d'un espoir pour l'avenir. Il est une source permanente de rêves et d'inspiration. Je pense notamment à ce grand rêve d'or et de mystère qui mena sur les côtes et dans les villes brésiliennes et jusqu'au tréfonds de l'Amazonie tant de Français en quête d'une nouvelle vie et d'un nouvel horizon. Je me dis que peut-être, à sa manière, la France a pu être un rêve pour le Brésil. Je pense à la France des Lumières, à la France républicaine dont on retrouve le bonnet phrygien sur les pièces de monnaie, ou encore à la France d'Auguste Comte dont la formule « ordre et progrès » est devenue la devise même du Brésil. C'est ce socle commun, cette latinité partagée qui explique la proximité qui est la nôtre aujourd'hui. Il est vrai que nous nous sentons d'autant plus proches du Brésil que le Brésil est un voisin limitrophe de la France, puisque nous partageons avec lui plus de 700 km de frontières communes avec le territoire du département français de la Guyane. Bientôt, un grand pont enjambera l'Oyapock, et ce pont ne sera pas seulement un ouvrage d'art audacieux, il manifestera concrètement l'amitié franco-brésilienne. Ensemble, il nous appartient aujourd'hui de bâtir d'autres ponts dans tous les domaines. C'est tout le sens du partenariat stratégique lancé en 2006 par le président Jacques Chirac et impulsé par l'adoption d'un plan d'action ambitieux entre les présidents Lula et Sarkozy en 2008. Il ne s'agit pas, en effet, d'un banal accord commercial, il ne s'agit pas d'un traité de plus dans l'agenda des relations internationales, c'est un véritable acte qui concrétise enfin, au niveau qu'elle méritait d'atteindre, une amitié cordiale et solide. Ce partenariat a d'ailleurs dynamisé de manière spectaculaire nos relations bilatérales dans tous les domaines, militaires, spatial, énergétique, migratoire ou en matière d'aide au développement. Pour autant, comment ne pas être plus attentif, plus réactif et finalement plus entreprenant si l'on considère que le Brésil est le 5e pays du monde en termes de population et en superficie, la 8e économie mondiale devant la Russie et l'Inde, désormais reconnue comme un acteur incontournable de la scène internationale. Le Brésil doit être pour nous un partenaire majeur. Il partage avec nous la même vision d'une mondialisation mieux maîtrisée,
plus équitable, plus juste, et ceci dans le cadre d'un monde multipolaire. La France et le Brésil ont donc vocation naturelle à agir ensemble en vue des mêmes objectifs. Le partenariat stratégique permettra justement à nos deux pays de parler d'une même voix dans les grands rendez-vous internationaux. C'est pourquoi, comme le président Sarkozy et comme le gouvernement français, je suis favorable à l'entrée du Brésil comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous devons adapter les institutions internationales au XXIe siècle. Le Brésil, et à travers lui l'Amérique latine, ne peut en être exclu. Pour ma part, je souhaite à cet instant souligner l'excellence des liens politiques qui unissent le Brésil et la France, car ils forment un arrière-plan très propice au développement des échanges économiques et commerciaux. Notre coopération scientifique et technique, fondée sur le partenariat et le cofinancement, est également considérée comme exemplaire. La France est ainsi le deuxième partenaire scientifique du Brésil après les États-Unis. Notre coopération culturelle est également très encourageante. Malgré le déplacement du français vers l'espagnol dans le cursus scolaire, 3 lycées français totalisent 2000 élèves, dont 500 français. Les alliances françaises constituent le réseau le plus ancien et le plus dense du monde, avec 39 implantations accueillant plus de 36 400 élèves. Pour autant, la France doit être attentive au maintien et au renforcement de ses liens politiques, économiques et commerciaux avec le Brésil. Grâce à ce partenariat sans précédent, je suis convaincu que le Brésil saura accepter l'ouverture de ses propres marchés en réponse aux efforts significatifs opérés notamment par l'Union européenne, en particulier dans le secteur agricole, et que le savoir-faire de nos entreprises, grandes ou petites, pourra s'exprimer pleinement dans ce pays ami. La convergence d'analyses et d'initiatives entre la France et le Brésil me conforte dans la certitude que l'amitié franco-brésilienne, aujourd'hui plus dense, plus riche de promesses que jamais, sert non seulement les intérêts de nos deux pays, c'est évident, mais encore ceux du monde, d'un monde plus juste, plus sûr, qu'ensemble nous voulons construire. C'est dans cette perspective, il me semble, que la France ne tire pas suffisamment profit de sa situation et de sa position en Amérique du Sud. Elle doit se considérer comme partie intégrante de l'Amérique latine. Je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment perçu le profond changement qui s'est opéré sur ce continent. Je sens que subsiste un décalage entre l'image que concerne l'Amérique latine dans une large partie de l'opinion publique française, même éclairée, et qu'elle est réellement devenue depuis quelques années. Les transformations de l'Amérique latine appellent, à mon sens, une mobilisation des énergies françaises pour répondre à un nouvel impératif, créer et recréer, vers d'autres pays d'Amérique latine qui le veulent, la relation intense et forte qu'ils sont en droit d'attendre de notre pays et au-delà de l'Europe. Nous devons aussi mieux faire connaître ce que nous sommes et pour cela mieux diffuser l'image et la voix de la France aujourd'hui. Les distances sont largement abolies aujourd'hui, à nous d'en profiter pour diffuser notre langue et nos savoir-faire, pour assurer le rayonnement de nos idées et de notre culture. Mais changer l'image de la France en Amérique latine, c'est aussi donner en France une image de l'Amérique latine conforme à la réalité, afin de sensibiliser l'opinion à ce que représentent aujourd'hui les pays de ce continent, notamment dans le domaine de la création artistique et culturelle. Si en proposant l'établissement chaque année d'une journée d'Amérique latine et des Caraïbes en France, notre proposition de résolution pouvait contribuer à cette prise de conscience, je crois que pour cela seul, elle ferait déjà œuvre utile. Le message que ces auteurs souhaitent finalement adresser à l'Amérique latine tient aujourd'hui en quelques mots. La France et le Sénat, au premier rang bien sûr, veulent consolider avec les pays qui la constituent des liens toujours plus étroits, respectueux de leur indépendance et de leur spécificité, fondés sur une culture partagée, des valeurs et des intérêts communs, des objectifs définis ensemble. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'apporter votre soutien à la présente proposition de résolution, dont l'objet est de marquer avec force des liens qui unissent la France aux pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, et je remercie mon collègue Jean-Marc Pastor de son initiative. Il nous appartient de vivifier ce capital de sympathie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Bel pour le groupe socialiste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de l'Amérique latine et des Caraïbes, venus nombreux ce soir à notre rencontre, je m'exprimerai aussi au nom de Bernard Piras, président du groupe d'amitié France-Caraïbes, qui a dû s'absenter de notre Sénat pour des raisons imprévues. La région des Caraïbes est située au cœur des deux Amériques. Elle appartient à l'Amérique latine et elle a partagé les combats de l'indépendance tout au long du XIXe siècle. Le signal de la lutte pour l'indépendance a été lancé depuis Haïti, premier pays indépendant de cette région dès 1804, tandis que le processus d'émancipation s'est terminé par celle de Cuba en 1898. Tous les contacts que nous avons noués, toutes les rencontres, ici ou là, depuis la création du groupe d'amitié, s'appuient sur le partage de valeurs communes qui reposent sur l'admiration du modèle de liberté offert par la Révolution française. C'est l'esprit du siècle des Lumières, titre du roman d'Alero Carpentier, qui a inspiré ces mouvements, esprit dont la puissance d'inspiration demeure active. C'est aussi une région où perdure, Jean-Marc Pastor l'a dit très bien tout à l'heure, l'amour de la langue et de la littérature française, avec Victor Hugo comme phare. Le combat pour la langue, contre l'uniformisation culturelle, unit d'ailleurs les intérêts français et hispaniques dans les Caraïbes et plus particulièrement encore dans les Antilles françaises. Dans ces temps de mondialisation, l'Amérique latine n'est donc plus lointaine. Par le cœur, comme à travers des intérêts communs, elle est au contraire proche de nous, Français ou Européens. J'appuie donc entièrement avec conviction l'adoption de la proposition de résolution qui vous est présentée. Je suis très heureux, au nom de mon groupe politique, mais aussi au nom de mes amis et collègues du groupe interparlementaire France-Caraïbes, que l'instauration d'une journée de l'Amérique latine rappelle ces liens et les fasse mieux connaître à travers les nombreuses manifestations culturelles que, je n'en doute pas, suscitera cette célébration. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérard Cornu pour le groupe UMP pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre d'État, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je prends la parole devant tous les ambassadeurs des pays d'Amérique latine et des Caraïbes ici présents que je salue. Et je voudrais remercier mon collègue Philippe Amnaud de me permettre d'intervenir à ce moment-là, contraint malheureusement par un impératif horaire. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement l'initiative prise par mon ami Jean-Marc Pastor, qui, en sa qualité de président du comité du bicentenaire des indépendances des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, a souhaité marquer la célébration de ce grand moment de l'histoire des États de ce continent par le dépôt de la proposition de résolution consensuelle, co-signée par tous les présidents des groupes d'amitié d'Amérique latine et des Caraïbes, et bien sûr de nombreux sénateurs et sénatrices. Il a, ce faisant, voulu marquer la volonté du Sénat de la République de léguer aux générations futures un repère commémorant l'amitié entre nos peuples. Cette initiative originale et, je crois, sans équivalent, s'inscrit pour ce qui concerne le Sénat dans une démarche ancienne. C'est en effet en 1950 que le premier groupe d'amitié France-Amérique latine a été créé. À l'époque, la France, en pleine reconstruction, souhaitait renouer des liens que la guerre avait quelque peu distendus. Et nos collègues d'alors, de façon visionnaire, avaient estimé que la Haute Assemblée devait se doter d'instruments propres à s'ouvrir sur l'extérieur et singulièrement vers les pays qui avaient en commun un patrimoine culturel et historique éprouvé. Depuis lors, notre Assemblée a créé plusieurs groupes d'amitié pour prendre davantage en compte la montée en puissance de ces nations dans le concert mondial et pour permettre à ceux de nos collègues nombreux qui portent un intérêt soutenu à ces pays
à leur culture, bien sûr, mais aussi à leur évolution stratégique, politique et économique, de s'y impliquer davantage. Notre Assemblée a tenu l'an dernier, en 2010, à célébrer avec ses moyens institutionnels, mais surtout avec la force de conviction dont elle est capable, ces grands moments que furent la libération de l'Amérique latine et des Caraïbes. Sans doute y a-t-il une part de convenance dans le choix des dates. Tout n'a pas commencé exactement il y a 200 ans et tout ne s'est pas achevé dans le courant de la même année, loin s'en faut. Mais il suffit de retenir que dans les soubresauts de cette longue histoire, la France fut souvent le point de référence pour les acteurs de l'émancipation des peuples, et cela sous toutes les latitudes. La trilogie liberté, égalité, fraternité reste aujourd'hui encore étroitement associée à notre pays, même si elle est devenue depuis 2 siècles un héritage universel. Chacun le partage et chacun tente de le faire fructifier à son rythme. Au début de ce XXIe siècle, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir compter tous ces pays au nombre des nations qui partagent notre idéal démocratique, ce qui était loin d'être le cas il y a 50 ans à peine. Et alors que l'on voit aujourd'hui dans d'autres régions du monde des peuples se soulever pour réclamer à leur tour le bénéfice de ces valeurs fondamentales de la condition humaine, nous ne pouvons qu'approuver cette résolution en formant le vœu qu'elle servira d'inspiration pour les pays qui n'en connaissent pas les bienfaits. Nous souhaitons donc que s'instaure dans notre pays cette journée de l'Amérique latine et des Caraïbes et qu'elle devienne, au fil des ans, un grand rendez-vous de joie et d'amitié et fortifie, si besoin n'était, les liens forgés par l'histoire. C'est pourquoi, avec mes collègues co-signataires du texte et avec les collègues de mon groupe, je voterai la présente proposition de résolution. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Adnot pour les non-inscrits pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Vos Excellences, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous avez remarqué, je n'ai que 3 minutes puisque non inscrite, donc je vais d'abord remercier Jean-Marc pour lui dire qu'il a été tellement bon et qu'il a exprimé avec tellement de talent ce que l'on pense tous que d'une certaine manière je me sens libéré et ça n'est pas grave si je n'ai que 3 minutes. J'ai souhaité co-signer, en ma qualité de président du groupe d'amitié France, pays andins, c'est-à-dire la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, cette proposition de résolution visant à instituer en France une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je l'ai d'autant plus souhaité que l'année 2010 a été marquée par la célébration du bicentenaire des indépendances des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, et je dois dire que grâce à la mobilisation de la société civile, des collectivités, des acteurs de la relation franco-latino-américaine, plus de 150 projets dans les domaines artistiques, économiques, universitaires et du débat d'idées ont reçu le label de cette manifestation et ça s'est déployé sur l'ensemble de notre territoire. Ces événements ont permis de mettre en lumière non seulement les projets communs qui unissent nos pays, mais aussi la force, la richesse et l'actualité des liens entre la France et l'Amérique latine. L'instauration de cette date marquera ainsi l'importance des liens tissés au cours de ces 2 siècles entre ces mêmes États et la France, la volonté de marquer de façon symbolique la force de nos relations. Nous remémorer cette année joyeuse ne doit pas nous empêcher de nous souvenir des événements dramatiques qui ont touché notamment la Colombie et la région de Medellín, avec les accidents climatiques qui ont été, dont ils ont été le théâtre. Et je voudrais qu'en cet instant, justement, notre joie ne nous évite pas de penser à ceux qui ont des problèmes. Notre compassion est profonde parce que nous sommes attachés à l'Amérique latine, mais aussi parce que nous avons
une empathie culturelle, une filiation entre la naissance de ces États et l'esprit des Lumières et la Révolution française. Et je pense aussi que nous partageons le fort désir de tous ces États et de leurs peuples d'un vrai développement économique, parce que celui-ci est la base même de l'évolution aussi dans le domaine du social, de l'éducation et de la liberté. Cette amitié qui nous lie est sincère, elle est déliée de tout jugement de valeur sur les différents gouvernements, car ceux-ci sont le fruit de leur histoire, de leur situation du moment, et nous devons absolument nous respecter les uns les autres si nous voulons nous comprendre. Et cette compréhension doit nous amener également à comprendre que chacun des pays est libre de mener sa politique et d'être maître de son destin, et je pense notamment à la manière d'utiliser les ressources naturelles. La présente proposition de résolution exprime bien, me semble-t-il, notre aspiration en faveur d'une évolution favorable des rapports entre nos pays, du point de vue de la sécurité juridique, d'une part, parce qu'elle est nécessaire aux échanges économiques et donc à la loyauté de ces échanges. Notre compréhension s'approfondira grâce à ce texte et à tout ce qu'on pourra faire ensemble, parce que ce sera la base des différents apports qui doivent conduire donc ces échanges, qu'ils soient culturels, qu'ils soient éducatifs. Et je voulais saluer la présence extrêmement forte des étudiants dans notre pays. Et je dois dire que personnellement, puisque j'ai conduit une petite analyse pour quantifier la présence de ces étudiants, j'ai été vraiment extrêmement intéressé par la force de ces relations qui, je le crois, seront la base des futures relations qui doivent s'instituer entre nos différents pays. Je conclus. Monsieur le Président, oui, 3 minutes, ça fait pas beaucoup. Je voudrais simplement dire que le Sénat aborde cette résolution avec l'humilité qui convient à des rapports fraternels basés sur le respect commun, mais aussi avec la conviction que notre amitié peut faire naître un monde plus juste, plus humain, offrant plus d'espérance, pas seulement à la France et aux pays d'Amérique latine, mais à l'ensemble des habitants de notre planète. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au moment de gagner cette tribune, c'est un fort sentiment d'émotion qui me gagne, sous le regard bienveillant et attentif d'une forte délégation diplomatique des différents pays d'Amérique latine, et puis parce que je considère que c'est un moment très fort pour notre Sénat. L'Amérique latine, c'est avant tout des rêves d'enfants et d'adolescents. Qui ne se souvient pas que ces habitants pauvres des Alpes du Sud, du Queyras et de Barcelonnette sont partis à la conquête de Mexico, où ils ont créé le bazar de Mexico, et fortune faite, un certain nombre sont revenus dans notre pays. Bien entendu, ces migrants du Queyras sont les plus symboliques, mais on en trouve dans toutes les campagnes françaises. Et permettez-moi de saluer l'initiative de notre collègue Jean-Marc Pastor, très attaché à l'Amérique latine, comme les différents signataires de cette résolution, homme expert de ses voyages en Amérique latine, mais qui a saisi, bien entendu, tout ce que l'on pouvait tirer d'une relation extrêmement forte que nous devons avoir avec ces pays. Il faut bien dire d'ailleurs que les gens qui, comme moi, pratiquent modestement le castillan, mais l'adorent, sont aussi attirés par la musique latino-américaine, sont extrêmement sensibles à tout ce qui est proche de l'Amérique latine. Lorsqu'on est en Amérique latine,
on se sent chez soi, on a une proximité avec tous les habitants, quels que soient les pays dans lesquels on se promène. J'ai eu la chance de me rendre à peu près dans 7 ou 8 pays d'Amérique latine et j'ai toujours ressenti à la fois cette chaleur et puis aussi le bonheur, quelquefois des populations les plus pauvres, de nous rendre l'hospitalité et en même temps de considérer comme un véritable honneur que nous soyons français, que nous nous intéressions à ce continent latino-américain. Il faut dire qu'il y a des relations aussi très étroites. Jean-Marc Pastor a évoqué Bolivar. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la France. Il s'est inspiré des siècles des Lumières. Il a été ce que l'on connaît moins. Il était présent au sacre de Napoléon Ier. C'est dire combien il avait la volonté d'être ce libertador. Et un libertador, c'est beaucoup plus qu'un libérateur. C'est celui qui brise les chaînes de l'oppression, mais qui dégage en même temps un profond mouvement d'espoir et d'espérance. Car, dans les pires difficultés qu'ont connues ces peuples, ils n'ont jamais perdu l'espoir de la liberté, car ils se sont toujours raccrochés à cet espoir que suscitait la France. Pour toute l'Amérique latine, la France, c'est la patrie des libertés, c'est la patrie des droits de l'homme, et c'est une des raisons pour lesquelles, bien entendu, nous avons des devoirs vis-à-vis de l'Amérique latine. Et si tous ces pays parlent l'espagnol, ou le portugais pour le Brésil, il est évident que nombre d'entre eux sont très francophiles, à commencer par ce petit pays qu'est l'Uruguay, où il y a encore quelques années, on parlait français dans la rue, et où 2 poètes ont une renommée extraordinaire en Uruguay, et personnellement, ils me sont sympathiques puisqu'ils sont originaires de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Il s'agit d'Isidore Ducasse et Jules Laforgue. Ce sont des auteurs qui, en Uruguay, sont quasiment aussi connus que peut l'être Victor Hugo dans notre pays. Et puis l'Amérique latine, elle a quand même fait un énorme pas en avant en direction de la démocratie, cela a été souligné. Il faut savoir que de nombreux pays avaient encore, il y a quelques dizaines d'années, des régimes d'oppression, des régimes difficiles. Et très souvent, les transitions se sont faites de façon relativement naturelle, toujours parce que les leaders étaient guidés par ce sentiment profond que le développement ne peut exister que dans la mesure où on est dans un pays démocratique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la plupart de ces pays, même s'ils ont des problèmes, connaissent un essor économique incontestable. Et puis il y a aussi en Amérique latine des richesses culturelles, richesses de cœur des habitants de l'Amérique latine, quels qu'ils soient, mais aussi richesses de l'immensité de ces pays ou encore du sous-sol. Et nous avons là aussi, en termes de géopolitique, incontestablement un rôle important à jouer. Nous ne pouvons pas laisser ces pays d'Amérique latine à la merci de leurs grands voisins américains, d'autant plus que la grande caractéristique des États-Unis lorsqu'ils sont implantés en Amérique latine, pour la plupart, et j'ose bien entendu cette affirmation, ils n'ont rien compris à l'Amérique latine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui la France, c'est une des raisons supplémentaires, est tellement appréciée en Amérique latine.
Alors voilà ce que je souhaitais vous dire. Monsieur le Président, vous avez vu que j'ai tenu parfaitement le temps en vous disant que je voterai bien entendu avec enthousiasme cette résolution. Merci, cher collègue. Eh bien, la parole est maintenant à Madame Marie-Agnès Labarre pour le groupe CRC-SPG pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Messieurs les ambassadeurs, l'institution d'une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France nous permettra d'éclairer et de resserrer les liens qui nous unissent avec cette partie du monde. En effet, les racines de nos deux espaces s'entrecroisent, et particulièrement celles qui résultent de la Révolution de 1789. Les sociétés d'Amérique latine sont des sociétés imprégnées du sens du droit, comme le sont toutes les sociétés romaines du droit écrit. Notre démocratie et celle de l'Amérique latine s'abreuvent donc à des sources communes, notamment le fait de concevoir la citoyenneté comme résultant d'un contrat politique et non des liens du sang. À ce parallélisme politique se superpose une dimension culturelle, l'impact de la grande révolution de 1789 sur les événements d'Amérique latine. C'est l'influence des idées des Lumières sur les créoles d'Amérique latine et c'est aussi la culture révolutionnaire qui a conduit nos voisins latino-américains à interroger leurs liens à la royauté. Nous savons comment cette culture a transité. Nous savons que le premier texte sur les droits de l'homme est arrivé en Amérique latine aux mains des Espagnols déportés à Caracas. Comme le monde est petit et que l'histoire est brève, le directeur de la prison, franc-maçon comme les déportés, les aida à recopier le premier texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sera imprimé en Guadeloupe, en espagnol et reviendra ensuite sur le continent latino-américain. Avant ces événements, il y avait de nombreuses secousses annonciatrices, en particulier la lutte des républiques noires et notamment Haïti. Avec Victor Hugues, la séquence de l'abolition de l'esclavage dans le Nouveau Monde a libéré une masse de gens. Ces gens, d'un courage extraordinaire, furent réputés sulfureux par la bourgeoisie locale. On les appelait « los negros franceses », les Noirs français, à qui il était absolument interdit d'arriver sur le territoire des Bourbons, car on les soupçonnait d'être contaminés par l'idéal révolutionnaire. Dès lors, les Noirs français sont partis à l'assaut du Venezuela pour y établir ce qu'ils appelaient la loi des Français, la République et l'abolition de l'esclavage. Souvenons-nous qu'ensuite, presque tous les libertadores, Simón Bolívar et d'autres, comme le général vénézuélien Miranda, qui a participé à la guerre de libération et d'indépendance nationale et dont le nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe à Paris, sont passés par la France. N'en déplaise aux observateurs qui ne tiennent pas compte de l'influence des courants profonds de l'histoire, il existe bien une relation organique entre le Nouveau Monde et la France, la patrie républicaine originelle issue du choc de 1789, des droits de l'homme et de l'idéal républicain. Tous ces éléments doivent être présents à notre esprit pour bien comprendre que les révolutions démocratiques à l'œuvre en Amérique latine depuis la fin des années 90 nous concernent également. Cette vague révolutionnaire tire sa force de la conjonction de deux éléments. Le rejet d'une politique libérale appliquée au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer et le patriotisme latino-américain, progressiste et anti-impérialiste. Le parti de gauche se réfère à ces événements pour trois raisons. D'abord parce qu'il s'agit de révolutions, ensuite parce qu'elles sont démocratiques et ensuite parce qu'elles ont pour principal objectif la reconquête de la souveraineté populaire. Le déploiement de cette vague révolutionnaire, en particulier à partir du Venezuela, permet de comprendre ce qui va se passer en France, ce qui va se produire aussi naturellement que l'alternance des marées sur nos rives atlantiques. La révolution citoyenne a d'ores et déjà traversé l'Atlantique.
En Islande d'abord, dont le peuple a décidé à 95% de rejeter le sauvetage des banques et a convoqué une assemblée constituante. Dans le monde arabe ensuite, où les Tunisiens et les Égyptiens, pour résoudre la question sociale, commenceront par résoudre la question démocratique. Le dégage des Tunisiens fait écho à qu'ils s'en aillent tous de la révolution argentine. Chômage, inégalité croissante, autoritarisme, les problèmes auxquels sont confrontés les peuples du Maghreb et du Maghreb, après les peuples d'Amérique latine, sont les mêmes que ceux que rencontrent nos concitoyens. La contagion de ces mouvements populaires nous concerne donc. Elle nous réjouit, car ici aussi, la lutte contre une oligarchie est à l'ordre du jour. L'oligarchie qui, en renflouant les banques sans contrepartie, en volant 2 ans de retraite aux salariés, ne cesse de faire payer la crise aux classes populaires et aux classes moyennes, qui vont bientôt n'en faire plus qu'une. Celle qui maintient les jeunes au chômage, les agriculteurs dans la détresse, celle qui dresse les ouvriers contre les chômeurs, qui fait le tri entre les bons Français avec papier et les autres, dépositaires indésirables de la misère du monde, celle qui flirte ostensiblement avec les despotes qu'elle a fabriqués tout exprès. Celle enfin qui verrouille les médias sans se rendre compte que le monde de l'information libre et spontanée a balayé la nouvelle ORTF. Oui, messieurs, les Français parlent aux Français, les Tunisiens aux Tunisiens, les résistants aux résistants par Internet, Facebook, Twitter. Les jeunes ont le mode d'emploi de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. La révolution citoyenne nous revient donc d'Amérique latine. Elle est la bienvenue pour des millions de Français qui souffrent. Comme en Tunisie et en Égypte aujourd'hui, c'est une nouvelle libération pour la France qui s'annonce. Vous qui nous gouvernez, réunissez les ingrédients qui bientôt nous permettront de reconquérir par les urnes notre souveraineté populaire face aux décisions antidémocratiques du FMI et de la Commission européenne qui font payer partout la crise aux pauvres. Ironie de l'histoire, la révolution de 1789 a été notamment le fruit de la volonté du Parlement de décider de son budget. Grâce à vous et au béni oui-oui de l'Union européenne, notre Parlement aura bientôt délocalisé son droit de contrôle budgétaire. Quelle régression, quel aveuglement! Mesdames qui gouvernez sans les peuples, parfois contre eux, comme lors du référendum de 2005, vous nous faites revenir 2 siècles en arrière. Prenez garde que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Vous allez bientôt créer une surpopulation au Cap-Nègre, notre charmant chèque hexagonal. Ainsi, cette résolution tombe à point nommé. Nous la voterons bien évidemment pour célébrer notre lien avec l'Amérique latine qui nous a ouvert la voie de la reconquête de la souveraineté populaire. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la résolution que vous présentez aujourd'hui à l'initiative de Monsieur Pastor marque certainement une nouvelle étape dans l'amitié entre la France et l'Amérique latine et les Caraïbes. Elle s'inscrit, cette résolution, dans la continuité avec la célébration en 2010 du bicentenaire des indépendances. Je sais que le Sénat y a pris toute sa part et d'ailleurs messieurs Cornu et Adno l'ont rappelé. Cette résolution souligne aussi la volonté de la France de s'appuyer sur le lien exceptionnel qui nous unit avec l'Amérique latine et les Caraïbes pour construire entre tous ces pays une relation qui soit une relation ambitieuse. Vous avez, mesdames et messieurs les sénateurs, rappelé les liens étroits qui unissent la France et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce sont d'abord des liens géographiques, car ne l'oublions pas, on l'oublie effectivement trop souvent, la France est présente dans les Caraïbes et elle l'est aussi en Amérique latine à partir de la Guyane. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane aussi contribuent au rayonnement de notre pays et contribuent à l'établissement de ces liens avec l'ensemble des pays de la zone. Mais au-delà des liens géographiques, ce sont aussi des liens intellectuels. Nous savons le rôle qu'ont joué les penseurs des Lumières dans l'émancipation des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes, et nous mesurons la richesse des échanges entre nos pays qu'évoquent bien sûr les noms de Braudel, de Lévi-Strauss, de Lautréamont ou de Leclésio, de Victor Hugo, que citait M. Bell, sans oublier bien sûr les Tarbé, comme nous l'a rappelé M. Fortassin.
Ce sont aussi des liens effectivement institutionnels et politiques. Et je pense aux parentés institutionnelles entre la France et une partie des États de la région, à des conceptions constitutionnelles qui sont les mêmes. Je pense à la culture juridique commune aussi. Je pense également aux liens tissés avec les exilés d'Amérique latine pendant les années noires. Mesdames et messieurs les sénateurs, soyons lucides. Tous ceux qui sont ici s'intéressent aux relations entre la France et les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Pour autant, il faut bien noter que ces liens ont eu, pendant un certain temps, une certaine distance. La politique de la France a tardé à donner à l'Amérique latine toute la place qu'elle mérite. Et je crois que tous ceux qui sont ici sont attachés à ce que le temps perdu soit rattrapé. La France se tient aujourd'hui aux côtés de l'Amérique latine et des Caraïbes pour relever des défis qui sont des défis d'un avenir que nous avons en commun. Alors, bien sûr, il y a l'actualité et on ne saurait non plus l'oublier. L'actualité se concentre aujourd'hui sur la situation de Florence Cassé. Nous avons amitié et respect pour le Mexique et le peuple mexicain. Et nous savons la gravité de la situation en matière d'enlèvement. Nous respectons l'indépendance de la justice, au Mexique comme partout. Notre mobilisation en faveur de Florence Cassé se fonde justement sur les valeurs de justice et d'attachement à l'état de droit que nous avons en partage. Encore une fois, elle ne remet pas en cause notre amitié à l'égard du peuple mexicain. Elle n'entame en rien notre volonté de conforter nos liens avec les peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. La zone Amérique latine-Caraïbes s'affirme comme un acteur majeur de l'univers multipolaire qui se dessine sous nos yeux. Nos pays partagent la même vision de la mondialisation. La zone Amérique latine-Caraïbes est au cœur des problématiques globales. Le changement climatique, qui l'affecte directement, la préservation de la biodiversité dont l'Amérique latine détient une part majeure, la sécurité alimentaire. Un multilatéralisme rénové doit nous conduire à apporter des réponses globales aux questions globales. La France soutient l'Amérique latine sur la scène internationale. Oui, Monsieur Duluard, vous avez raison, nous allons le faire. Nous voulons que l'Amérique latine retrouve toute sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est pourquoi la France souhaite que le Brésil en soit un membre permanent. Qu'il s'agisse de réformer le système monétaire international, de lutter contre la volatilité des prix des matières premières ou de rééquilibrer la gouvernance mondiale, le continent sud-américain doit faire entendre sa voix. La France y travaille en coopération étroite avec les pays sud-américains dans le cadre du G20. La France veut aussi contribuer concrètement à l'essor de la zone Amérique du Sud-Caraïbes. Le développement économique et social est la contrepartie de la stabilité. La stabilité l'engendre, mais le développement économique et social est une condition de la stabilité. Ce développement économique et social entraîne des besoins considérables. Pour y répondre, la France a des atouts à faire valoir. Toutes nos grandes entreprises sont présentes sur le continent et sur des créneaux stratégiques, qu'il s'agisse de l'aéronautique, qu'il s'agisse des transports, de l'énergie ou des infrastructures. Et aujourd'hui, la France figure parmi les premiers investisseurs au Venezuela, en Colombie, au Brésil. Nos exportations ont augmenté de 20% en 5 ans. Parfois, les industriels sont en avance sur les politiques. Et pourtant, il reste encore du chemin à faire, même dans ce domaine. Notre part de marché de l'ordre de 2% fait un acteur bien trop modeste. Et c'est l'un des enjeux de notre stratégie à l'égard de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'amitié entre nos pays est tout entière tournée vers l'avenir. La France doit être plus présente pour accompagner la prospérité économique de l'Amérique latine. La France doit assurer davantage le rayonnement culturel qui est traditionnellement le sien dans cette partie du monde. Le gouvernement soutient donc la proposition de résolution proposée par le Sénat. La journée du 31 mai fera honneur à notre histoire commune et à nos idéaux partagés.
Elle accompagnera les efforts de la diplomatie française en faveur de cette région du monde. Elle sensibilisera, j'en suis sûre, nos concitoyens à la solidarité qui nous unit, à la volonté qui nous rassemble face aux défis de la modernité. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix la proposition de résolution. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur la proposition de résolution. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat du scrutin numéro 161 sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution relative à l'institution d'une journée de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Nombre de votants, 338. Nombre de suffrages exprimés, 338. Pour l'adoption, 338. Le Sénat a adopté la proposition de résolution. C'est la fin de cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire cet après-midi 15h. Très bonne journée à tous.